Voilà. Non, c'est pas la peine. Alors, on va continuer, donc je ne reviens pas là-dessus. Alors, ce que je vous ai décrit, c'est cette partie-là. Et je vous ai dit qu'effectivement, il y avait une inhibition de l'hypothalamus postérieur sur ces mécanismes de la sphère pontobulbaire. Et l'hypothalamus antérieur, pour que le sommeil paradoxal, la régulation puisse entrer en jeu, le mécanisme de base puisse être mis en jeu, il faut qu'il y ait une inhibition de l'hypothalamus postérieur qui se fait par l'hypothalamus antérieur. Donc une double inhibition et le mécanisme pontobulbaire se met en jeu, ces régulations de pontobulbaire se mettent en jeu. Voilà. Alors évidemment, l'ensemble est sous des régulations circadiennes. Je reviendrai tout à l'heure. Et aussi des régulations humorales. Je reviendrai tout à l'heure. Ce schéma, bon, vous l'avez dans le cours, vous verrez, c'est pour placer un peu l'ensemble des choses. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la régulation du sommeil. Alors, il y a 3 types de régulation pour le sommeil. Premièrement, une régulation homéostatique. Cette régulation homéostasique, il y en a d'autres dans l'organisme, il n'y a pas que le sommeil, il y en a beaucoup. Ça correspond à quoi? Ça correspond au maintien des constantes physiologiques à leur valeur normale. D'accord? Deuxièmement, il y a une régulation circadienne, c'est-à-dire une régulation qui dépend de l'heure. Alors, lorsqu'on dit circadienne, c'est-à-dire d'une périodicité d'environ 24 heures. D'accord? Il y a une deuxième régulation, toujours dépendant de l'heure, qui est de type ultradienne, c'est-à-dire une périodicité inférieure à 24 heures. Et là, c'est l'activité du sommeil paradoxal ou l'activité onirique. Vous vous souvenez, lorsque je vous ai montré ces cycles de sommeil avec l'apparition du sommeil paradoxal tous les fins de cycle d'environ 90 minutes. Voilà les 3 types de régulation. En gros, homéostasique, ensuite régulation, si vous voulez, chronobiologique, avec 2 périodicités de 24 heures, d'environ 24 heures, et qui est circadienne, et inférieure à 24 heures, qui est ultradienne. Alors, les régulations chronobiologiques, c'est-à-dire dépendantes de l'heure, chrono, circadiennes et ultradiennes. Alors, comment on les étudie? On étudie ces régulations en isolant le sujet. En isolant, par exemple, vous avez entendu peut-être dans l'actualité, on a parlé de ces personnes qui s'isolaient dans une grotte. Et on étudiait leur sommeil, etc., leur rythme. Mais on appelle ça un isolement temporel. C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée du temps. D'accord? Il ne reçoit ni information, ni lumière solaire. Enfin, il est coupé du monde, isolé du monde. Alors là, on met en évidence l'origine endogène des rythmes veille-sommeil. L'origine endogène. Il y a une origine endogène des rythmes veille-sommeil. Alors ensuite, on met en évidence la relation qui existe entre les rythmes veille-sommeil et les rythmes de la température centrale. Et on met également en évidence une distribution bimodale du rythme veille-sommeil et de la propension à l'endormissement. Voilà. Alors, ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est les différents types d'expériences qu'on a faites. Ce n'est pas la peine de retenir ces termes. C'est à titre de curiosité, si vous voulez. Enfin, vous trouverez dans les bouquins, ils le disent. Mais ce n'est pas la peine de retenir ces termes.
Alors, la distribution bimodale, ça veut dire qu'il y a deux périodes de la journée où il y a cette propension à l'endormissement et l'apparition du sommeil qui sont privilégiés. C'est la nuit, par exemple, et l'après-midi. D'accord ? Alors, voici une expérience d'isolement temporel. Alors, regardez ici, sur ce schéma, le sujet, d'abord les conditions, le sujet est isolé de tout facteur interférant sur le cycle veille-sommeil, en particulier tous les facteurs temporels. D'accord ? Alors, ici, il est dans les conditions naturelles. Qu'est-ce qu'on constate ? Regardez la nuit, le jour, donc il se réveille, et ici, c'est le point minimal de la température centrale. Ce point minimal, c'est autour de 5 heures du matin, quoi. C'est là où la température centrale est la plus basse. Alors, on constate que c'est relativement régulier. On le met en isolement temporel. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate un allongement de son rythme veille-sommeil. Il y a une dérive qui se fait vers la droite. Vous voyez ces courbes qui dérivent vers la droite. Et lorsqu'on revient aux conditions naturelles, de nouveau, la courbe se stabilise. Alors, conditions naturelles, c'est-à-dire le sujet reçoit des informations venant de l'extérieur. Alors, si vous regardez, vous voyez que la courbe de la température, ou du moins le point de la température, met plus longtemps à dériver. C'est plus stable, c'est plus solide. Alors que le courbe veille-sommeil dérive plus tôt. Et la même chose ici. Voilà, alors vous avez donc ici, si vous prenez sur 24 heures, 0 heure, 12 heures, 24 heures. Donc vous voyez la courbe de la température. Le nadir, si vous voulez, se situe en gros vers 5-6 heures du matin. Bon. Alors ici donc, on parle, comme je vous ai dit, ces rythmes variés, disons, se désynchroniser, varier de manière différente. C'est-à-dire le nadir, si vous voulez, le point minimal de la température, reste plus stable, alors que le rythme veille-sommeil dérive. On parle de désynchronisation interne. Il y a une désynchronisation interne entre les rythmes. Alors, on a calculé, ici, la périodicité de 24 heures, 25 heures, un peu plus de 25 heures, ici de 33 heures. C'est-à-dire que le rythme veille-sommeil va s'instaurer sur une périodicité de 33 heures. Vous voyez ? En fait, le sujet va vivre sur une journée de 33 heures, lorsqu'il a dérivé, vous voyez ? Lorsqu'il n'a plus d'informations extérieures. OK ? Lorsqu'on ne lui dit plus que c'est 8 heures, c'est 10 heures, etc., alors il ne corrige plus il y a une dérivation qui se fait. OK ? Alors que la courbe de la température ne dérive pas de manière aussi importante. Ça reste relativement solide, relativement constante. Ça, c'est une observation très, très importante. Donc, il y a un allongement du rythme veille-sommeil. Alors, à partir de là, aussi, on a élaboré une théorie. On a dit qu'on a un modèle qui est modèle à deux oscillateurs X et Y, c'est-à-dire nous avons nos synchroniseurs externes, par exemple, la rythmicité des 24 heures, la vie sociale, etc., qui va imposer son rythme, en gros, à nos synchroniseurs internes. Il va corriger les synchroniseurs internes. Mais il y a deux types de synchroniseurs internes, ou deux types d'oscillateurs, si vous voulez. Un type X et un type Y. Le type X est plus rigide, un oscillateur plus rigide avec une périodicité de 24 heures, 25 heures. C'est le rythme de la température. Le rythme du sommeil paradoxal, du cortisol, etc. s'apparente à ce type d'oscillateur. Alors qu'il y a un autre, plus labile,
avec une périodicité plus longue, alors de 36 heures. C'est le rythme veille-sommeil, le sommeil lent profond, et puis des hormones telles que prolactine, hormone de croissance. Alors ça, c'est une explication théorique de la chose. Et on le constatait lorsque le sujet est en isolement temporel. Alors maintenant, la courbe de la température et les phénomènes du sommeil. Alors regardez ici, 17 heures. C'est le point maximal, c'est l'acrophase de la courbe. Nous sommes à 37 environ, 36,8 par exemple, 37 de température. Alors qu'à 5 heures du matin, on est au nadir, c'est-à-dire le point minimal par où la courbe passe. C'est autour de 36, peut-être 35, 8 ou 36. OK ? Voilà. Alors, comment se situe le sommeil par rapport à cette courbe de température, cette courbe qui dépend d'un oscillateur qu'on a dit rigide, d'accord, d'une périodicité de 25 heures. Alors, le sommeil se situe principalement dans les 24 heures, dans cette phase descendante de la température. La sieste se situe dans cette phase, c'est-à-dire dans l'après-midi, c'est-à-dire un moment où la température monte. Mais il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Il ne dépend pas de la température uniquement. Il y a certainement d'autres phénomènes qui interviennent là. Mais retenez que le sommeil se situe là, dans cette phase descendante. Alors, dans cette phase descendante, la latence d'endormissement diminue. La latence d'endormissement, c'est quoi? C'est le temps nécessaire à ce que l'endormissement apparaisse. Vous vous souvenez, j'avais dit 20 minutes en gros. Cette latence va diminuer, c'est-à-dire l'endormissement va venir plus tôt, plus rapidement. C'est ça qu'on veut dire, d'accord? Cette latence va diminuer lorsqu'on est sur la phase descendante de la température. Et la durée du sommeil aussi. C'est-à-dire si on s'endort pendant cette phase descendante de la température, la durée de notre sommeil sera plus courte. Alors, au nadir, c'est-à-dire au point inférieur, la latence d'endormissement est toujours basse, la durée du sommeil aussi diminue, la latence du sommeil paradoxal diminue également, la latence d'apparition du sommeil paradoxal. Autrement dit, ici, dans cette phase, on a une propension à faire du sommeil paradoxal. D'accord? Ça, c'est très important. Et ça dépend de l'heure. C'est pour ça qu'on disait que le sommeil paradoxal avait une régulation chronobiologique. Et la quantité du sommeil paradoxal est maximale dans cette phase-là, c'est-à-dire au moment autour du nadir. Alors maintenant, on passe, et ici, il y a une propension à l'endormissement. Alors ici, lorsqu'on va dans la phase ascendante, la propension à l'endormissement diminue. Dans la phase ascendante de la température. D'accord? C'est-à-dire on a plus de difficultés à s'endormir. Alors ça, c'est si vous voulez, quelque chose d'important. Et si on s'endort, le sommeil est un mauvais sommeil avec des éveils fréquents. OK? Alors vous voyez que lorsque je vous parlais de l'hypnogramme, etc., que le sommeil paradoxal apparaissait dans la deuxième partie de la nuit, il y a une explication. Et lorsqu'on dit que la régulation du sommeil paradoxal est plutôt de type chronobiologique, il y a une explication. Il est beaucoup plus lié à la courbe de la température. D'accord? Voilà. Alors maintenant, quels sont les moments privilégiés dans les 24 heures pour le sommeil, l'éveil et le sommeil? Alors là, il y a une distribution bimodale, puisque votre ami a demandé l'explication. Voici. Alors, le sommeil est privilégié pendant la phase descendante, comme je vous le disais tout à l'heure, et entre, par exemple, 22 heures et 5-6 heures du matin. Et il y a une deuxième phase
où on parle de sommeil, ou sommeil privilégié, ou une propension à l'endormissement plus importante, qui est la sieste dans l'après-midi. Alors, ce tableau est une synthèse de nombreux travaux. Alors, donc, sommeil, sieste. Ensuite, il y a une zone de sommeil protégée. C'est lorsqu'on fait des études, alors des études en imposant des rythmes très courts d'éveil et de sommeil au sujet. Ça a été fait chez des jeunes militaires, par exemple. Donc, ils étaient volontaires, etc. Ils dormaient, par exemple, quelques minutes, on les réveillait, etc. Et on regardait voir... C'est dur, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas supporter ça. Et on regardait voir quelles étaient les périodes où le sommeil était privilégié, quelles étaient les périodes où l'éveil était privilégié. Alors, par exemple, ici, on a défini une zone de sommeil privilégiée. Vous voyez, vers les 5 heures du matin, en gros. Alors, par contre, vous avez une zone de maintenance d'éveil, c'est vers 11 heures du matin. C'est-à-dire que théoriquement, là, vous allez être de plus en plus éveillé, de plus en plus vigilant. Alors, c'est très important, par exemple, pour les programmer des cours, alors que l'après-midi, c'est pénible. Enfin, vous avez tous constaté. Alors, donc, il y a une zone de maintenance d'éveil privilégiée, c'est là. Alors, il y a là aussi, regardez, des zones d'éveil, c'est dans la soirée. Bon, je parle des sujets normaux, hein. Je ne parle pas des gens qui ont des avances de phase très importantes, etc., qui vont dormir à 8 heures du soir parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais ça, c'est exceptionnel, hein. Voilà. Alors, donc, un schéma global issu de nombreuses expériences pour définir ces zones, OK ? Maintenant, le rythme circadien, ce rythme de 24 heures, est le noyau suprachiasmatique. Alors voici ici, bon, je crois que c'est chez le chimpanzé ça, hein. Alors regardez par exemple les rythmes veille-sommeil. Éveillé, il dort, il fait ses cycles, éveillé, il dort, il fait ses cycles, ok ? Avec le sommeil paradoxal, enfin, etc. Peu importe. Et vous avez ici la température centrale. Alors, un rythme circadien normal. D'accord ? Vous détruisez le noyau suprachiasmatique, regardez ce qui se passe. Le sommeil est complètement désorganisé. D'accord ? Et regardez la température, le courbe de la température. Vous n'avez plus cette régularité circadienne. Donc, le rôle très important du noyau suprachiasmatique. Alors, vous voyez, 8h, 20h, ça c'est une journée, 2 journées, 3 journées, 4, 5. C'est sur 5 jours, là, ici. Et en haut, c'est un peu plus. Alors, rythme circadien du noyau suprachiasmatique, on mesure, alors c'est sur un noyau isolé, on mesure la quantité de vasopressine libérée, et vous voyez, cette quantité a une variabilité circadienne. Donc c'est pour montrer l'importance de ce noyau qui est un peu l'horloge biologique interne. Alors, le noyau suprachiasmatique est un pacemaker, enfin une commande, si vous voulez, centrale, qui est située dans l'hypothalamus au-dessus du chiasma optique. Il reçoit une innervation rétinienne, donc recevant une innervation rétinienne, cela veut dire qu'il a une influence de la lumière. OK ? Et synchronise les rythmes circadiens avec le cycle de la lumière et de l'obscurité. Alors c'est pour ça, lorsqu'on met le sujet en isolement temporel, on supprime quoi ? L'influence circadienne, vous êtes d'accord ? Alors, quels sont les arguments en faveur du noyau suprachiasmatique en tant que pacemaker ? D'abord, il y a une oscillation spontanée de l'activité neuronale et métabolique, c'est-à-dire sur un noyau isolé. Deuxièmement, les stimulations électriques et chimiques induisent des changements de phase comparables avec ceux des variations lumineuses, ça en expérimental. La périodicité persiste si le noyau est isolé in situ,
c'est-à-dire on coupe les afférences, etc., mais in situ. La destruction chez l'animal, c'est ce que je vous ai montré, supprime la capacité d'ajuster son comportement à l'alternance jour-nuit. Et la transplantation du tissu fœtal restaure l'activité rythmique. Donc on met en évidence le rôle du noyau. Donc un pacemaker principal chez le mammifère. Et évidemment, ça ne veut pas dire que c'est le seul, parce qu'il y a certainement d'autres horloges, d'autres pacemakers, enfin oscillateurs circadiens, qui sont dispersés dans le cerveau ou ailleurs. C'est plus complexe que ça, mais ce noyau a un rôle très important, vous l'avez vu. Alors, ça c'était pour la régulation circadienne. Et je vais vous parler de la mélatonine tout à l'heure, lorsque je vais parler des hormones. Mais il y a aussi une régulation homéostasique ou homéostatique. Alors, on a dit que ce type de régulation ne dépendait pas de l'heure, mais dépendait, si vous voulez, d'un fonctionnement, et c'était pour restaurer les paramètres physiologiques. D'accord? Lorsque vous ne mangez pas, bon, un exemple simple, vous avez faim. C'est une régulation homéostatique. Plus la période de jeûne dure, plus la faim augmente. D'accord? C'est une régulation homéostatique. D'accord? Alors ici, on ne se prive pas de nourriture, mais de sommeil. Privation de sommeil. Alors, on prive le sujet de sommeil et on va voir ce qui se passe. Il est soumis au rythme circadien, à on n'est pas en isolement temporel, mais on est en privation de sommeil. OK? Vous voyez la différence. Alors, on va étudier le sujet, son sommeil, pendant la période de récupération. Alors, dans les privations de longue durée, on a mesuré le sommeil avec divers types d'expériences, je n'insiste pas dessus. Et il y a eu des privations de courte durée où on a mesuré également la vigilance du sujet pendant... Alors, on va mesurer, évidemment, la vigilance, on va voir l'état psychologique du sujet, mais aussi on va voir comment il va récupérer au niveau de son sommeil. Et puis, on a fait des privations progressives de sommeil. Et c'est en faisant ces privations progressives, c'est-à-dire on va passer de 8 heures, par exemple, à 7 heures, de 7 heures à 6 heures, de 6 heures à 5 heures, on s'est aperçu qu'il y a un noyau dur d'un peu plus de 5 heures de durée. C'est-à-dire, si on descend au-dessous de ce noyau dur, un grand nombre de sujets va perdre ses capacités cognitives, parce que le sommeil restaure les capacités cognitives. D'accord? C'est-à-dire capacité de mémorisation, de concentration, etc., etc. Alors, comment on récupère lorsqu'on a une privation de sommeil de longue durée? On fait un enregistrement. Le lendemain, on a privé le sujet sur, je ne sais pas, nombre d'heures, et on fait un enregistrement de la première de la première nuit de sommeil. Qu'est-ce qu'on constate? Que le sujet qui a perdu une grande quantité de sommeil va récupérer sur son temps de sommeil total seulement 9%. Bon, ça c'est des moyennes. Le sommeil paradoxal, il va en récupérer 33%. Tandis que le stade 4 de sommeil lent profond, il va récupérer 80%. Le stade 3, 17%, et le stade de sommeil léger, c'est-à-dire 1 et 2, il va en perdre. Alors, qu'a fait l'organisme ici? L'organisme a privilégié quel stade de sommeil pour récupérer? Le stade 4. Ça veut dire que cette régulation homéostatique porte sur quoi? Sur le sommeil lent profond. Profond. Parce que probablement, et certainement, c'est celui-là qui est le sommeil de récupération. C'est celui-là que l'organisme va privilégier en premier lieu. D'accord? C'est celui-là qui va nous permettre d'être en forme avec toutes nos capacités intellectuelles dans la journée du lendemain. Alors, si on a vu tout à l'heure que le sommeil paradoxal était essentiellement de régulation chronobiologique,
ultradienne circadienne, le sommeil lent, particulièrement le sommeil lent profond, est de régulation homéostasique. OK? Alors, lorsqu'on parle de sommeil lent profond, on parle toujours en durée, en minutes. Lorsqu'on parle de sommeil paradoxal, on parle en pourcentage. Parce que c'est ça qui reste constant dans la régulation du sommeil paradoxal. C'est le pourcentage, ce n'est pas la durée. Mais dans la régulation du sommeil lent profond, c'est la durée que l'organisme essaie de garder constante. D'accord? Alors, la durée du sommeil lent profond est fonction, et c'est en cela qu'il est homéostasique, de la durée de la veille préalable. Plus la durée de la veille est longue, plus la durée du sommeil paradoxal, du sommeil lent profond, excusez-moi, de la première nuit de récupération sera longue. Et même la deuxième nuit, ça va continuer un peu. Ceci ne dépend pas de l'heure du coucher. Il faut retenir ça. Elle est constante dans les 24 heures. Cette durée du sommeil paradoxal, du sommeil lent profond, excusez-moi, est constante dans les 24 heures. Tandis que le sommeil paradoxal est sous l'influence d'un effet heure. Alors, ça a une conséquence avant de passer. Imaginez que vous faites la fête jusqu'à 2 heures du matin, vous allez vous coucher à 2 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous endormir, vous êtes dans la phase descendante de la température, vous allez vous endormir. Mais, qu'est-ce qui va arriver dans l'heure qui va suivre? La température va baisser. Cette baisse de la température qui dépend de l'heure va favoriser quoi, à votre avis? Le sommeil paradoxal. Autrement dit, la puissance du sommeil paradoxal va empêcher qu'on fasse du sommeil lent profond correct. Et on ne va pas faire du sommeil lent profond correct par la suite. Qu'est-ce qui se passe? Même si on dort 8 heures, on aura un sommeil de mauvaise qualité. Donc, se coucher tard et se lever tard, même pour la même quantité de sommeil, en fait, c'est un leurre. Parce que la quantité d'heures est peut-être identique, mais la qualité du sommeil n'est pas la même. OK? Donc ça, c'est à retenir. C'est quelque chose, ça a une conséquence très pratique. Donc il vaut mieux privilégier des heures plus tôt, quoi. Voilà. Alors maintenant, hormones et sommeil. Les hormones qui sont peu influencées par le sommeil. L'ACTH et le cortisol. Ils ont, comme je vous ai dit, ils appartenaient à cet oscillateur rigide, comme la température. Ils ont un rythme circadien inaltéré par une privation de sommeil, une inversion du cycle veille-sommeil. Le cortisolémie maximale est vers 8 heures du matin, quoi, en gros. Okay? La mélatonine de même, peu influencée par le sommeil. Par contre, les hormones influencées par le sommeil, alors dans son ensemble, c'est la prolactine qui a une sécrétion forte pendant la nuit, atténuée par une privation de sommeil décalée et décalée avec le sommeil. Donc, par l'ensemble du sommeil. Les hormones qui sont liées à un stade particulier du sommeil. Alors, il y a l'hormone de croissance qui est liée au sommeil à ondes lentes, donc le sommeil lent, particulièrement le sommeil lent profond. Alors, il existe une association temporelle entre l'épisode sécrétoire majeur de cette hormone et le sommeil à ondes lentes. Alors, l'épisode est aboli lorsqu'on prive le sujet du sommeil. C'est très important, en particulier pour les enfants. Donc, il a une faible rythmicité circadienne. Il est lié au sommeil lent profond. Également, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Il est lié à l'alternance sommeil lent, sommeil paradoxal. La libération est accrue lors des transitions du sommeil paradoxal ou de l'éveil vers le sommeil lent.
Voilà. Donc, pour savoir que ces sécrétions hormonales aussi dépendent parfois du sommeil, et c'est important pour l'hygiène enfin, pour l'hygiène globale, l'hygiène de sommeil est importante. Alors maintenant, je voulais vous dire quelques mots sur la mélatonine. Alors voici la sécrétion de la mélatonine, le taux de la mélatonine plasmatique. Alors, on constate que ce taux est très très bas pendant le jour. Et que pendant la nuit, le taux augmente très brutalement, très rapidement. Alors la mélatonine est synthétisée au niveau de l'épiphyse à partir du tryptophane. Sa sécrétion est rythmique sous le contrôle du noyau suprachiasmatique. La mélatonine, si vous voulez, est le messager de l'obscurité, un peu, en un mot, c'est-à-dire qu'elle est sécrétée pendant l'obscurité. Alors, autrement dit, biologiquement, elle informe l'organisme de l'alternance nuit-jour. Donc, il a un rythme circadien, c'est une hormone circadienne, c'est une hormone nocturne, son pic est entre 24 heures et 4 heures du matin. Elle est influencée par la lumière et perturbée par les vols transméridiens. C'est pour ça que si on prend de la mélatonine après les vols transméridiens, ça nous aide à restaurer un peu le rythme veille-sommeil. Alors, son rôle, il fournit une information temporelle à l'organisme, à la fois sur la durée de la nuit, mais aussi sur le moment de l'année, parce que c'est une autre information. C'est-à-dire que l'organisme, lorsque les nuits se prolongent, c'est qu'on est dans les nuits d'hiver, quoi. Donc, ce n'est pas seulement sur l'alternance veille-nuit-jour, mais aussi sur le moment de l'année. Alors, il y a des applications thérapeutiques qui sont liées surtout au décalage horaire. Décalage horaire, vol transméridien, etc. Bon, dans les insomnies, bon, ça a été utilisé, mais j'en parle pas. Alors maintenant, pour illustrer un peu ceci, regardez. Vous avez ici le niveau de vigilance, première courbe, niveau de vigilance. Alors, niveau maximal pendant le jour, minimal pendant la nuit. Et voici la courbe de la température. Alors vous voyez que la courbe de la température baisse la nuit, avec son nadir à 5 heures du matin, et monte le jour avec son acrophase vers 17 heures. Quelques exemples. Vous voyez l'hormone de croissance, son pic est lié, je vous ai dit, au sommeil lent profond. Donc sa sécrétion est principalement effectuée dans la première partie de la nuit, dans les premiers cycles, parce que c'est là où on a le plus de sommeil lent profond. Le cortisol a une sécrétion qui n'est pas liée au sommeil, mais qui est liée beaucoup au rythme circadien à l'heure, et maximale vers 8 heures, 9 heures, enfin 8 heures plutôt, 7 heures, 8 heures du matin. Bon, maintenant, on va faire un vol transméridien et on va voir ce qui se passe. On passe de Chicago à Bruxelles. Alors, avant le voyage, regardez la mélatonine. Un jour après l'arrivée, la prolactine, un jour après l'arrivée à Bruxelles, vous voyez? Alors, il s'est étalé, c'est un peu avant, parce qu'on a perdu. Lorsqu'on arrive à Bruxelles, en fait, on a perdu quoi? On a raccourci notre jour. On a raccourci notre jour. Lorsqu'on part dans l'autre sens, on rallonge notre jour. Et là, on a raccourci notre jour. Alors, évidemment, on va dormir un peu plus tôt. Alors, la mélatonine, la prolactine, liée au sommeil, va se caler sur le sommeil, mais de manière encore imparfaite. Et puis après l'arrivée, voilà, il s'est calé sur le sommeil de manière beaucoup plus parfaite. Donc il a mis un temps d'adaptation, mais il s'est calé sur le sommeil, pratiquement. Voilà, maintenant un autre vol transméridien, sommeil et température. Alors voici la propension à la latence de l'endormissement.
c'est-à-dire cette propension à s'endormir. Ici, la température. Non, pas la température. Ça, c'est la propension à l'endormissement. Ça, c'est la température. Voilà. Maintenant, on va aller vers l'ouest. Alors, retenez, ici, c'est notre départ, hein, c'est-à-dire c'est notre base. Voici notre température. Voici la propension à l'endormissement. Alors, vous voyez que sur les 24 heures, 0 heure, 8 heures, 16 heures, 0 heure. Alors ça, c'est 24 heures. Sur les 24 heures, on a une distribution bimodale de la propension à l'endormissement et on a un rythme de température circadienne. D'accord? Je vous ai dit la sieste, la nuit, et puis la température circadienne. Maintenant, on va aller vers l'ouest. On va aller vers l'ouest, c'est-à-dire on va rallonger notre jour. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il est minuit à Paris, par exemple, et là c'est Bruxelles je crois, lorsqu'il est minuit à Paris, il est 16 heures à Chicago, je crois. Enfin, plus à l'ouest. D'accord? Donc on a raccourci un peu, non, on a rallongé notre journée. D'accord? Parce qu'on est arrivé là-bas, au lieu d'être minuit et d'aller dormir, on est à 16 heures de l'après-midi. Par contre, notre température n'a pas bougé. Le rythme de la température n'a pas bougé, il est solide, y compris la propension à l'endormissement. Ce qui fait qu'à 16 heures, notre température est minimale alors qu'elle devrait être maximale. OK? Donc on a envie de dormir. C'est ce qu'on constate. Maintenant, on va vers l'est. Vers l'est. Alors qu'il est minuit à Paris, il est 8 heures du matin plus à l'est. Donc on a raccourci, quoi. On est revenu en arrière. Et la même chose se passe, c'est encore pire. Parce que dès 8 heures du matin, on a envie de dormir. Alors que là-bas, c'était à 16 heures. C'est pour ça que c'est plus difficile dans ce sens-là. D'accord? Voilà un peu, ça vous explique, parce que le rythme de la température est... Alors, il faut au moins une semaine, un sujet jeune, normal, de petit à petit se caler dans les nouveaux horaires. Alors, un point, ça c'est une étude déjà ancienne de 96, et puis j'arrêterai là. Regardez les accidents de la route et les changements d'heures saisonniers. Alors regardez, lorsqu'on diminue d'1 heure de sommeil, le nombre d'accidents de la route a augmenté par rapport à... Et il faut attendre quelque temps pour retrouver le même nombre d'accidents de la route. C'est-à-dire la privation d'1 heure de sommeil entraîne à cette conséquence, par le biais évidemment d'une moins bonne vigilance. Et puis lorsqu'on augmente d'1 heure de sommeil, c'est l'inverse. Ça, c'est intéressant. Donc, il faut être prudent au changement d'heure. Voilà. Alors, c'était quelques mots sur le sommeil. Je crois que vous êtes contents parce que ça se termine. Voilà. Mais vous n'avez pas suffisamment d'heures sur le sommeil, je pense, sur les cours. Hein. Voilà, et bientôt. À demain, de toute manière, à 11h30, je crois. Hein. Le cours, le G, c'est à 11h30, non? C'est 11h30, il me semble.